Bonjour à tous. Aujourd'hui, on est le samedi 18 avril 2026 et notre cher ami, notre frère Patrick Henningsen, est avec nous. Bienvenue à nouveau, Patrick. Rav Tsex Vu, Nima. Patrick, laissez-moi commencer par ce qu'on a appris aujourd'hui dans le Wall Street Journal. Il y a deux informamations récentes. D'abord, le Wall Street Journal affirme que l'armée américaine se prépare à monter à bord de navires liés à l'Iran dans les prochains jours, selon un responsable. Et on a aussi appris, à la suite d'une réunion de sécurité hier, que Donald Trump, avec le général Kane et Pete Hacks au secrétariat à la guerre, envisage de reprendre le conflit s'il n'arrive pas à un accord d'ici la fin de la semaine. Quelle est votre compréhension de la situation? What is your understanding of what's going on and the new sort of... Et ce nouveau genre de situation, vous savez, on a eu l'ouverture du détroit d'Ormuz, puis Donald Trump est sorti en lançant bien plus que 7 ou 8 accusations contre lui, juste pour sa rhétorique. Et nous, on gagne largement. Et ils ne vont pas fermer le détroit d'Ormuz aujourd'hui. On a appris que le détroit d'Ormuz est entièrement sous le contrôle de l'Iran et que c'est restreint. Le passage par le détroit d'Ormuz n'est pas libre. Et comme je viens de le dire, il y a 2 nouvelles initiatives de l'administration Trump liées à la guerre. Alors, vers quoi on se dirige? Malheureusement, Nima, on dirait bien que nos plus grandes craintes se sont réalisées. C'est ce que je disais quand ils ont annoncé ce soi-disant cessez-le-feu ou les discussions d'Islamabad. J'avais vraiment l'impression qu'il n'y avait aucun changement fondamental dans la façon dont les États-Unis se préparaient à ces négociations. Les personnes qu'ils envoyaient n'étaient pas de vrais diplomates, pas les bons profils. Ils ont envoyé 2 des types les plus douteux qu'on puisse imaginer, qui sont en réalité des atouts israéliens, Steve Witkoff et Jared Kushner. Et ils ont été envoyés là pour s'assurer que rien ne se passe. C'est pour la même raison qu'ils avaient été dépêchés par l'administration Trump à Moscou pour superviser les soi-disant discussions entre la Russie et l'Ukraine. Witkoff et Kushner ont été envoyés pour s'assurer que rien ne se passe. Leur mission, c'est d'empêcher tout règlement politique. C'est pour ça qu'ils sont là. Dans ce cas précis, ils agissent au nom d'Israël. J.D. Vance, lui, a été envoyé pour donner un peu de légitimité à l'équipe, mais aussi pour servir de fusible si les choses tournaient très mal. En quelque sorte, c'est un coussin, si on veut, pour l'administration Trump. Lui-même n'a aucune légitimité, aucun pouvoir réel, aucune autonomie, et il ne comprend probablement pas très bien les enjeux. Il avait l'air de ne pas être préparé, un peu comme s'il improvisait au fur et à mesure, comme on dit chez nous. Il faisait ça au feeling. Donc à partir de là, je n'avais aucune attente que ce soit une vraie négociation. Franchement, à ce moment-là, j'avais l'impression, et c'est ce que j'ai dit à l'époque, qu'ils cherchaient surtout à gagner du temps pour se réarmer, tout simplement. Et Israël avait besoin de ce temps pour se repositionner. Il faut aussi comprendre que le jeu des États-Unis et d'Israël, c'est de donner l'impression qu'ils sont 2 acteurs distincts, qu'ils agissent chacun de leur côté, et que les États-Unis essayent de freiner Israël, et ainsi de suite. And currently, I think it's pretty certain that the U.S., the Trump administration, and Netanyahu are planning a joint strike on Iran. And it's going to be done in tandem. In addition to what Israel is doing in Lebanon. And Israel did not honor the ceasefire in Lebanon, even though it was announced. And I think Iran's quite aware of this. But in a way, the leadership in Tehran, they priced all this into the equation. They priced in Trump's erratic public statements and all the incoherent flip-flopping in terms of policy and claims and so forth. And they've also priced in the fact that Israel
will never abide by any type of a ceasefire. They never have in their history. Ils ne l'ont jamais fait dans toute leur histoire. Alors ce qu'Israël fait généralement, c'est profiter d'un grand événement, un moment où ils savent que l'attention du monde est ailleurs. Ils s'en servent souvent pour obtenir un avantage sur des territoires qu'ils convoitent, qu'ils veulent s'approprier ou occuper. Et ils ont fait ça à plusieurs reprises, encore et encore, tout au long de l'histoire. Et je pense que c'est exactement ce qu'ils ont fait cette fois. On a vu l'attaque qu'ils ont menée contre le Liban, le massacre de civils libanais, de femmes et d'enfants, l'un des pires jamais commis, vraiment, en une seule journée de bombardement. Et il n'y a eu absolument aucune réaction, ni de la part des pays européens, ni bien sûr des États-Unis. En général, je sais que c'est vraiment horrible à dire, Nima, mais les démocrates, comme les républicains, ne considèrent pas les vies arabes comme dignes, même d'une simple reconnaissance. Tu vois, si une seule personne israélienne est traumatisée ou meurt à cause d'une roquette de type Katyusha tirée par le Hamas, c'est une couverture médiatique totale dans les médias occidentaux et tout le monde organise des veillées aux chandelles. Mais Israël peut, en quelque sorte, réduire en poussière des pâtés de maisons entiers dans une ville comme Beyrouth, touchant aussi bien des chrétiens que des musulmans. Ils peuvent faire ça régulièrement, et il n'y a absolument aucune reconnaissance, ni dans les médias américains, ni chez aucun responsable politique américain, que cela puisse même être considéré comme une infraction mineure, encore moins comme un crime de guerre. Malheureusement, c'est bien là le problème. Je pense qu'en un sens, l'Iran se prépare sans doute à une nouvelle offensive. Les États-Unis et Israël vont frapper leurs infrastructures. Ils viseront des centrales électriques et sans doute d'autres installations, peut-être des cibles civiles, très probablement des ponts, ainsi que leur capacité à raffiner le pétrole. Ce que les États-Unis et Israël veulent, c'est rendre la vie en Iran ingérable, qu'il n'ait plus d'électricité. Et ils pensent qu'en faisant ça, ils finiront par soumettre l'armée, par faire plier les gardiens de la révolution. Et puis, ils frapperont à nouveau des cibles déjà touchées, comme Pete l'a déjà menacé. Il dit en gros, « Ah, vous essayez de vous extraire de tunnels effondrés, et nous on vous observe depuis le ciel. Ce n'est pas un combat équitable. On va vous écraser. On attend juste le bon moment. » Ce que Trump a fait, c'est mettre en place une sorte de faux paradigme, si on peut dire. C'est ça en réalité le sens de tous ces tweets incohérents de Trump et de ses déclarations selon lesquelles l'Iran va remettre tout son uranium enrichi, qu'ils vont garder le détroit d'Ormuz ouvert pour toujours et tout le reste. Trump donne l'impression que les Iraniens ont accepté des choses qu'ils n'ont jamais acceptées. Et il fait tout ça non pas par les canaux officiels du gouvernement, mais via son compte Truth Social, un site Internet dont il est le propriétaire. C'est un peu ridicule quand on y pense. Mais bon, c'est comme ça que le gouvernement américain se fait passer en ce moment pour une entité légitime. Ils veulent créer une sorte d'épouvantail à la manière israélienne, si on peut dire. Par exemple, ils diront « l'Iran a prétendu faire ceci, on leur a proposé un accord tout à fait correct et ils nous ont tourné le dos. » C'est un peu comme ce qu'il disait à Yasser Arafat, tu sais, pendant le processus de paix d'Oslo. On a offert aux Palestiniens un accord tout à fait acceptable, mais ils ont été gourmands et leur direction est corrompue. Et donc, on n'a pas eu d'autre choix que, tu vois, de commencer l'apartheid, le nettoyage ethnique et la construction de colonies. Je veux dire, c'est une tactique de négociation typiquement israélienne. Attribuer à votre interlocuteur des choses qu'il n'a jamais dites, ou des offres qu'il n'a jamais faites. Ou encore prétendre que ce que vous proposez est incroyablement généreux, alors qu'en réalité, vous roulez complètement l'autre partie dans la négociation. Et puis si elle refuse, dire «
je t'ai proposé un accord tout à fait correct, maintenant je vais te détruire, en gros. Voilà, c'est le cadre général des négociations israéliennes. Et malheureusement, les États-Unis se sont à peu près transformés en une sorte d'entité à la manière israélienne, dans leur façon de se comporter dans les négociations, les menaces et tout le reste, avec un mépris total pour la vie humaine. Franchement, on pourrait tout aussi bien hisser un drapeau israélien au-dessus de la Maison-Blanche en ce moment. Autant retirer celui des États-Unis. Il suffit de l'enlever et de hisser un drapeau israélien, parce que c'est un territoire occupé en ce moment, Washington, D.C. Et Donald Trump est au fond, du moins sur le plan politique, un représentant du bureau de Netanyahou. Mais malheureusement, si ça s'arrêtait là, Nima, on pourrait encore espérer gérer la situation. Le problème, c'est que tout ça a une portée mondiale, en matière de géopolitique du pouvoir, d'énergie, de pétrole et de gaz. Les États-Unis mettent en œuvre une stratégie beaucoup plus large pour étouffer les chaînes d'approvisionnement mondiales en énergie et créer une demande artificielle pour le gaz naturel liquéfié américain. Et ça fonctionne. Cela permet de retarder l'effondrement final inévitable du dollar américain. Mais ils sont en train d'appliquer cette politique en pensant exécuter un coup de génie. Sauf que, franchement, ce n'est pas sérieux. On ne peut pas dire qu'on veut la paix tout en sanctionnant l'Iran pendant des négociations. On ne peut pas dire qu'on cherche une solution pacifique quand on envoie 2 destroyers américains dans le détroit d'Ormuz, en pleine discussion à Islamabad, pour tenter de provoquer un faux incident, ce qui, heureusement pour l'Iran, a échoué pour les États-Unis. On ne peut pas dire qu'on veut la paix quand on bloque les ports iraniens, parce que ça, c'est un acte de guerre. Les États-Unis ont fait tout ça la semaine dernière. Donc, à mon avis, ils se préparent. Ils déplacent des moyens militaires vers la région, Nima, et ils se préparent pour la prochaine phase du conflit. Que peut faire d'autre ce président? Que peut faire d'autre Israël? Ils sont dans une logique d'escalade permanente. Ils n'arrivent pas à désamorcer. Ils sont pris, comme diraient certains spécialistes des relations internationales, et comme le dirait John Mearsheimer, dans un piège d'escalade. Je pense que la question que vous soulevez est vraiment essentielle. Que peuvent-ils faire d'autre quand on sait que jusqu'à présent, le résultat pour les États-Unis n'a pas été celui que Donald Trump espérait? Alors aujourd'hui, quels sont les principaux obstacles à une forme de compréhension mutuelle, à un accord, pour faire face à ce qu'ils appellent une crise majeure? Je ne crois pas qu'ils puissent se cacher ou passer dans la clandestinité. S'ils le font, ce sera extrêmement, mais alors extrêmement lourd de conséquences pour Donald Trump lui-même et pour son administration. Il y aura beaucoup de pertes. Et c'est ça le résultat pour les États-Unis. L'Iran le sait parce que l'Iran se défend. Ils sont prêts à se sacrifier autant qu'il le faudra, mais ce sont bien les États-Unis qui attaquent l'Iran. Et ça, ce serait un vrai problème pour Donald Trump personnellement. En quoi ça pourrait-il l'aider? Imaginons qu'il décide d'attaquer l'Iran avec un bombardement aérien massif. D'après vous, quel en serait le résultat? Je pense que oui, tu as raison. Je ne crois pas qu'on verra des troupes au sol, pas après cet échec. Je veux dire, Pete Hegseth a mené la pire catastrophe des forces spéciales de l'histoire militaire américaine moderne. C'était cette tentative de capture d'uranium enrichi à Ispahan. Et ça a été un échec total, avec des pertes records en appareils américains et tout le reste. C'était leur pari, en quelque sorte un test pour voir s'ils pouvaient mettre des bottes au sol en Iran. Et ça a complètement échoué. Mais les médias ont été complices en étouffant l'affaire. Personne aux États-Unis, personne à Washington n'en parle, parce qu'on considère, du moins la Maison-Blanche l'a dit très clairement, que toute personne qui ferait quoi que ce soit pour saper la confiance dans ce gouvernement met en danger la sécurité nationale.
D'accord. Donc ça inclut, tu sais, la presse qui couvre le Pentagone, ou ce que fait, entre guillemets, le département de la guerre. En ce moment, c'est même devant les tribunaux aux États-Unis, des restrictions imposées à la presse pour couvrir cette administration. C'est du jamais vu. Moi, je n'ai jamais vu ça de mon vivant. Alors la seule carte qu'ils peuvent jouer, s'ils n'ont pas de troupes au sol, et je ne pense pas qu'ils en aient, c'est la poursuite des campagnes aériennes. C'est la seule carte qu'ils ont en main, Nima. Et malheureusement, on dirait bien qu'ils vont la jouer, parce que c'est la seule qu'ils peuvent continuer à jouer. Mais le problème, c'est que plus on avance, moins ça rapporte. On en est quoi? À la 3e ou 4e phase, depuis le 28 février. Et pourtant, si on regarde ce que les États-Unis ont gagné ou perdu, la situation n'a fait qu'empirer pour eux, sur le plan politique, économique et même, je dirais, militaire. Ils prétendent avoir remporté une victoire militaire en Amérique. En réalité, c'est une grande défaite historique, mais pas au sens où ils le disent. Je veux dire, on pourrait choisir n'importe quel pays dans le monde, le menacer, puis organiser de fausses négociations de paix. Et on pourrait se servir de ces fausses négociations pour lancer une attaque surprise, le bombarder, assassiner son chef d'État ou le kidnapper, peu importe. On peut faire ça avec n'importe quel pays. Mais voyez-vous, l'histoire n'écrira pas ça comme une grande victoire. Elle l'écrira comme une guerre d'agression illégale, sale et non déclarée. Donc, ils ne vont pas pouvoir prétendre à une victoire, en quelque sorte. À court terme, je pense qu'il va y avoir plus de dégâts et que les États-Unis seront obligés de changer d'approche. Je pensais que Trump allait déclarer la victoire ici. On aurait dit qu'il essayait de construire un récit de victoire, du genre « Regardez, j'ai forcé les Iraniens à venir à la table, ils ont cédé, on a un accord, les détroits sont ouverts, et maintenant, on passe à l'invasion de Cuba. » Ou peu importe ce qu'il avait prévu ensuite. Mais je ne pense pas que ce soit possible cette fois. J'ai vraiment l'impression qu'ils se sont heurtés à un mur avec l'Iran. Et tu sais, Nima, il y a un autre point, et il est vraiment important. Comment tout ça va-t-il être tranché, au final? Je veux dire, vous pouvez continuer à bombarder, à faire des frappes aériennes, à tuer des Iraniens, à faire tout ça, puis à vous vanter du nombre de femmes et d'enfants que vous avez massacrés, comme le font des gens comme Pete Hegseth et ce président aussi. Vous pouvez faire ça, oui. Mais quelle est la base légale pour le détroit d'Ormuz en ce moment? Du point de vue du droit international, dans les eaux territoriales, de qui sommes-nous? Eh bien, celle de l'Iran, de la République islamique d'Iran et d'Oman. D'accord. Alors, quel est le contexte ici? Ce n'est pas une situation normale, ce n'est pas le temps de paix, c'est la guerre, et ça va rester la guerre. L'Iran est donc dans son droit, selon le droit international et les précédents, de chercher à se protéger ou à atténuer toute menace directe contre sa sécurité, car il a été victime d'une guerre d'agression non provoquée et non déclarée, menée par les États-Unis et Israël. Tant que cette situation n'est pas réglée, il faut un accord provisoire qui mènerait ensuite à un traité. Et tant que ce n'est pas résolu, l'Iran reste dans son droit, selon les précédents du droit international, de gérer son voisinage proche, en l'occurrence ses voies maritimes territoriales et ses intérêts de sécurité, comme il l'entend en période de guerre. Dans ce contexte, la liberté normale de navigation est suspendue. Les États-Unis et Israël ont rompu cet équilibre. Ce sont eux qui ont brisé cette situation. Nous sommes en état de guerre. Alors la question c'est, comment parvenir à un accord ou à un traité? Il faut une équipe diplomatique compétente, disciplinée, patiente et surtout volontaire. Et il faut aussi une vraie volonté politique pour arriver à une conclusion finale que les deux parties respecteront de manière crédible. Les États-Unis aujourd'hui sont disqualifiés sur ces deux points. Et Israël n'est même pas dans le jeu. Ça veut dire qu'on va... Enfin, il n'y a aucun scénario
où les détroits pourraient être autrement. L'Iran doit garder le contrôle du détroit d'Ormuz pour un avenir indéfini. Je ne crois pas que ce président soit capable de signer un traité pour mettre fin à cette guerre. Ça n'arrivera pas dans 2 ans. C'est impossible. Ce serait un coup énorme porté à l'ego, disons, galactique de Donald Trump. Je veux dire, il est un peu comme la planète Jupiter. Il pense qu'il a une force gravitationnelle énorme. Il est incapable d'accepter le moindre accord ou compromis, encore moins un traité de paix. Il ne pourrait tout simplement pas l'accepter. Et donc, on va se retrouver dans cette situation. Je pense que ça arrangeait bien les États-Unis et leur grande stratégie globale. Étouffer le marché mondial du pétrole et du gaz, puis s'en servir comme levier stratégique pour vendre au prix le plus élevé possible, mais aussi pour décider qui aura accès à l'énergie et qui n'en aura pas. Et en plus, ils n'ont aucun problème à sacrifier les Arabes, NIMA, les monarchies du Golfe. Ils les ont tout simplement remplacés par un tout nouveau bassin de pétrodollars et de gazodollars, l'Europe. Les États-Unis, du fait que les livraisons de gaz naturel liquéfié du Qatar vers le flanc sud de l'Europe sont aujourd'hui fortement réduites, ont pratiquement obtenu une sorte de monopole de fait sur le gaz européen. Et le gaz, c'est le monopole le plus stratégique pour le pouvoir géopolitique et régional, bien plus que le pétrole, qu'on peut trouver presque partout dans le monde, contrairement au gaz naturel. Si on regarde maintenant la situation, la Russie a interdit ses exportations pour protéger la stabilité de son marché intérieur, parce que ses installations d'exportation ont été gravement endommagées par une série d'attaques de drones ukrainiens. Les États-Unis, eux, facilitent ces attaques en soutenant l'Ukraine sous l'administration Trump, sans chercher à les empêcher. Quant aux alliés européens de l'OTAN, avec lesquels Trump prétend entretenir une relation conflictuelle, je pense que tout cela relève en grande partie de la mise en scène. Les États-Unis sont très satisfaits de voir l'OTAN et eux-mêmes soutenir l'Ukraine comme un intermédiaire pour affaiblir la capacité de la Russie à exporter du pétrole et du gaz. Les États-Unis ont détruit le gazoduc Nord Stream en juin et juillet. Enfin, ils l'ont préparé à être détruit pendant ces mois-là, en 2022, lors de l'exercice Baltops 22, un entraînement de l'OTAN. Puis ils l'ont fait exploser en septembre, pendant le prochain exercice de l'OTAN, qui s'est déroulé en septembre 2022. En faisant cela, ils ont en quelque sorte posé les bases de ce qu'on observe aujourd'hui. Et bien sûr, limiter la capacité de la Chine à obtenir des approvisionnements suffisants, c'est un effet secondaire facile à vendre au Congrès américain et à tous les faucons de guerre là-bas qui considèrent la Chine comme notre ennemi. Donc, s'emparer du contrôle par le Venezuela de ses immenses réserves pétrolières prouvées fait aussi partie de la stratégie, tout comme l'augmentation de la production américaine. En ce moment, si vous regardez les marchés à terme du pétrole et du gaz, les prévisions sont claires. Les États-Unis enregistrent déjà des exportations records de gaz naturel, des chiffres jamais vus, et ils s'attendent à une croissance continue jusqu'en 2030. Des chiffres qui battent tous les records. Toute l'industrie est en train d'être réorganisée aux États-Unis. Vous pouvez aller dès maintenant sur n'importe quel site comme Oil Price ou consulter les associations professionnelles du pétrole et du gaz en ligne. C'est exactement de ça qu'ils parlent en ce moment. Il y a un journaliste britannique qui s'appelle Richard Medhurst et il a réalisé un excellent court-métrage qui expose cette grande stratégie des États-Unis. En réalité, c'est une forme de piraterie et de sabotage. Ils attaquent des pétroliers iraniens, russes et vénézuéliens en haute mer, ils saisissent des navires, volent du pétrole, bloquent les approvisionnements russes. Et le Royaume-Uni participe aussi à cette piraterie. Ils travaillent main dans la main avec les États-Unis, tout comme d'autres alliés de l'OTAN. Voilà ce qu'ils font. Et regardez ce qui se passe maintenant.
il pousse Israël à détruire les installations gazières et pétrolières de l'Iran pendant que les États-Unis bouclent la manœuvre. Mais remarquez bien comment ils ont fait en sorte qu'Israël fasse une partie du sale boulot. Et ça a provoqué une riposte de l'Iran contre les États du Golfe. Je pense qu'Israël et les États-Unis font ça ensemble. C'est une conspiration. Ils coopèrent. C'est une stratégie très calculée. Israël espère renforcer au maximum son contrôle et son influence sur les réserves de gaz naturel dans le Levant et pouvoir, en quelque sorte, orchestrer un grand basculement à son avantage. Et les États-Unis sont là pour faciliter tout ça, pour modifier en profondeur la matrice énergétique mondiale. Au final, le résultat net, c'est qu'il y a moins d'approvisionnement sur le marché. Mais personne ne freine la production américaine. Les États-Unis sont donc présents et ils cherchent à créer une demande pour leur pétrole et leur gaz. En faisant ça, ils essayent de soutenir le pétrodollar qui est en train de s'éteindre et finira par disparaître. Ça va probablement retarder sa disparition. Toutes ces manigances que l'administration Trump met en avant vont sans doute repousser la mort du dollar de 5 à 10 ans. Mais ça finira par arriver, quoi qu'il en soit. Le piratage n'est pas une stratégie durable à grande échelle. Mais les Britanniques, les Américains et tous ceux qui voudront se joindre à eux, les Israéliens, les Émirats arabes unis, ils vont tenter le coup. Ils vont essayer et ça marchera peut-être un temps. Mais à long terme, je ne pense pas que ce sera un succès. Ça ne sauvera probablement pas le dollar américain d'une chute totale, parce qu'ils vont devoir continuer à dépenser toujours plus pour l'armée. On parle d'un déficit de 2 500 milliards de dollars pour la première année de Trump. 2 500 milliards. Ce que le gouvernement encaisse en recettes, c'est déjà dépensé d'ici le mois de mai. Tout le reste, c'est de l'argent emprunté. Et en plus, il paye des intérêts là-dessus. Très vite, le remboursement des intérêts sur la dette américaine va dépasser les recettes de l'État. En fait, Trump fait ce qu'il a toujours su faire dans sa carrière d'homme d'affaires, piloter une organisation en faillite. C'est ça, Donald Trump. Les États-Unis, mis sous tutelle. Et c'est sans doute pour ça que la classe des oligarques l'a choisi pour ce poste. Parce que personne ne connaît mieux la faillite que Donald Trump. Je crois qu'il a fait ça plus de 6 fois. Et franchement, je ne sais pas. Patrick, quand on regarde la situation au Moyen-Orient, je pense que les gens en Iran et au Liban, avec tout ce qui s'est passé jusqu'ici au Liban aussi, en étaient arrivés à un point où la seule façon de mettre fin à ce conflit, c'était sur le champ de bataille. Parce que personne ne prend vraiment les négociations au sérieux. On parle, on envoie des messages, mais en réalité, ils essayent juste de... Enfin, tu vois. Hier encore, on a vu ce qui s'est passé quand Trump est sorti en déclarant une victoire totale, en disant qu'ils allaient nous donner l'uranium enrichi, qu'ils allaient en gros capituler devant nous. Je pense que c'est ça, l'objectif principal de l'administration Trump. Et c'est pour cette raison que les négociations à Islamabad n'ont mené nulle part. Et ce serait pareil pour les futures discussions et négociations si rien ne change, si aucun changement réel ne se produit dans l'atmosphère des négociations, ce que personne ne croit possible. À mon avis, ça n'arrivera pas avec l'administration Trump. Donc la seule solution, ce serait le champ de bataille. Alors, allons dans ce sens. À quel point les États-Unis sont-ils prêts pour ça? Attaquer, c'est une chose. Mais se défendre contre une riposte de l'Iran, quand l'Iran décide de frapper en retour, là, il faut se défendre. Il faut aussi défendre Israël. Les radars ne sont pas en place. Le système de défense aérienne non plus. Hier, j'ai parlé avec le professeur Ted Postol et il m'a simplement dit qu'Israël est à découvert, pratiquement sans protection. Comment comprenez-vous cela? How do you understand that?
It doesn't look good on paper, Nima, for Sur le Israel. papier, Nima, ça ne donne pas une bonne image, ni pour Israël, ni pour les États-Unis. Je veux dire, qu'est-ce que les États-Unis ont dans le Golfe Persique? Rien. Ils ont pratiquement abandonné toutes leurs positions militaires pour faciliter la guerre d'Israël. Donc, encore un coup de génie de l'administration Trump, si on peut dire. Mais justement, comme ça ne tient pas la route sur le papier, et que les États-Unis n'ont pas grand-chose en termes de base de lancement pour mener des attaques, enfin, je ne pense pas que le Koweït soit une option. Ils ont essayé de lancer cette opération ratée, un peu à la Jimmy Carter, une opération menée par Pete Hegseth l'autre semaine. Ils ont tenté ça depuis le Koweït. Mais le Koweït, il ne restera plus rien, même pas une piste d'atterrissage, s'ils font quoi que ce soit là-bas. Et puis, il faut dire que les services de renseignement iraniens sont vraiment au courant de tout ce qui se passe dans tous les États du Golfe. Je veux dire, pour être clair, les Iraniens n'ont pas besoin de satellites chinois pour savoir exactement où se trouve tout, à tout moment, à Bahreïn, aux Émirats arabes unis, en Arabie saoudite, au Koweït et à Oman. Et le Qatar d'ailleurs. Le Qatar, à son crédit, semble être l'un des seuls États du Golfe à adopter une approche un peu plus rationnelle face à cette situation, en comprenant que les signes sont peut-être déjà là. Et donc, ils se sont adaptés en conséquence. Mais ça veut dire, Nima, que ce qui reste, c'est, je pense que surtout si on voit Netanyahou se rendre à Washington cette semaine ou la semaine prochaine, alors on saura que quelque chose d'important se prépare. Et j'ai vraiment peur qu'ils se disent entre eux qu'ils ne peuvent pas gagner une guerre d'usure contre l'Iran. Je parle des États-Unis et d'Israël. Alors, dans ce cas, quelle serait leur stratégie ou leur tactique? Ce serait d'infliger un coup tellement dévastateur aux Iraniens qu'ils n'oseraient même plus envisager de poursuivre cette guerre. Alors, qu'est-ce que cela impliquerait exactement? Et encore une fois, je sais que Ted Postol et d'autres ont évoqué la possibilité d'utiliser des armes nucléaires tactiques, qui, en réalité, n'ont rien de tactique. Elles sont aussi destructrices que des armes stratégiques, des armes thermonucléaires. Mais est-ce que les États-Unis et Israël pourraient vraiment se convaincre eux-mêmes que c'est une décision prudente? Je pense qu'il y a un risque énorme, surtout avec l'instabilité mentale, émotionnelle et cognitive du président américain actuel, qui est clairement en déclin. Tout le monde le sait à Washington, et je crois qu'à ce stade, c'est aussi largement reconnu dans le reste du monde. Mais cela veut aussi dire que Trump est très facile à manipuler. Il est prouvé qu'il est très facile à manipuler. Il cède dès qu'il subit un peu de pression, que ce soit de la part de Netanyahou, de sa fille, de son gendre, du lobby israélien, ou même d'un petit coup de pouce de Mark Levin. Et Trump, sur ce point, manque un peu de courage. Il préfère se plier aux intérêts israéliens plutôt que d'essayer de comprendre ce que pourraient être à long terme les intérêts américains ou même ceux du reste du monde. C'est d'ailleurs un problème fondamental du mouvement qu'on appelle America First. C'est l'Amérique d'abord et tous les autres après. Du coup, ils prennent très mal en compte le reste de l'humanité. Et ça, c'est un peu une faille fondamentale dans la façon de penser américaine en ce moment. Et encore une fois, c'est aussi un symptôme d'un empire en fin de cycle. Et si ça continue dans cette direction, ce sera, d'une manière générale, la cause du déclin de l'Amérique. Il y a beaucoup de façons différentes dont ça peut se produire. Mais malgré tout, et c'est l'une de mes grandes craintes, Nima, qu'ils en viennent à faire le même type d'appel politique que les États-Unis ont fait à la fin de la Seconde Guerre mondiale, en disant que ce sera trop coûteux, trop difficile, qu'il faut larguer une bombe atomique pour mettre un point final à tout ça, pour marquer le coup et passer à autre chose. Parce que l'économie mondiale ne peut pas se le permettre. Il y a la famine.
Les États-Unis et Israël ont créé toutes les conditions pour provoquer une sorte de cri de désespoir du reste du monde, afin qu'on mette fin à cette guerre. Une guerre qu'ils ont commencée et pour laquelle ils ont eu de nombreuses occasions d'aider à trouver une solution, que ce soit un cessez-le-feu ou un accord négocié. Mais à chaque étape, les États-Unis et Israël ont saboté ces possibilités. Par leur manière, disons-le, très malhonnête, trompeuse, ou par une diplomatie inexistante, ou plutôt une diplomatie de façade. En réalité, tout cela n'est que manipulation, coups tordus et tactiques de bas étage pour obtenir à court terme. En attendant, nous avons des preuves que le président et son entourage proche tirent d'énormes profits des fluctuations erratiques du marché du pétrole, mais aussi de la bourse. Donc, il y a des gens qui s'en sortent très bien dans cette situation. Mais le reste du monde, lui, subit l'inflation. Parce que l'autre problème, Nima, c'est que le prix du pétrole ne dépend pas seulement de l'offre et de la demande. Il dépend aussi des réserves, les réserves qui sont actuellement en mer, et des anticipations du marché, c'est-à-dire de ce que le marché pense de la situation dans un mois ou deux. Alors, même si les contrats à terme sur le pétrole ont été relativement stables le mois dernier, maintenant que ces réserves flottantes, si on peut dire, sur le marché mondial ont été épuisées, cela va envoyer un signal au marché des futurs. Donc, je dirais que $200 le baril sur le marché à terme, ce n'est pas impossible. C'est même tout à fait possible. Et je pense qu'on va commencer à avoir un peu plus de volatilité à ce sujet en ce moment. Les États-Unis, eux, estiment être en position de gérer ça, de traverser la tempête. Ce qu'ils ont fait, c'est bloquer les approvisionnements venant de la Russie, de l'Iran et du Venezuela dans des zones clés. Et maintenant, ils ont créé une situation extrêmement volatile et instable. Mais ils pensent qu'ils contrôlent tous les points d'étranglement ou qu'ils peuvent provoquer des blocages à ces points-là par l'intermédiaire de leurs alliés, l'Ukraine, Israël, ou même, littéralement, par une prise de contrôle forcée du Venezuela. Mais encore une fois, ils croient qu'ils peuvent tenir le coup. Ils peuvent relever les ponts-levis de la forteresse Amérique, attendre que le reste du monde souffre et brûle, puis revenir pour en gros ramasser les morceaux et distribuer des jetons crypto sans valeur. C'est peut-être ça le plan de Trump, prolonger la vie et l'utilité du dollar américain à travers une sorte de système crypto de type Ponzi, piloté à l'avance par la Réserve fédérale. Tout ça, en réalité, est déjà en place aujourd'hui. Donc, je te donne simplement ma spéculation. S'il devait y avoir une situation économique aussi catastrophique, voilà peut-être comment les États-Unis réagiraient, en gros. Mais tu sais, je pense vraiment qu'ils prévoient de gagner à Washington. Aussi mauvais que ça puisse paraître, Nima, ils jouent encore pour gagner et ils pensent que c'est une formule gagnante. Piratage, sabotage, subterfuge, guerre, vol. L'histoire du Groenland, c'est pas une blague, c'est bien réel. Et Cuba non plus. Cuba, c'est pas une blague. Les États-Unis pourraient envahir Cuba, Nima. Mais je te le dis, Nima, il n'y a absolument aucun moyen pour que les États-Unis bombardent massivement Cuba ici, dans l'hémisphère occidental, sans provoquer une réaction d'une violence inouïe venant d'Amérique latine, du Mexique, de tout le sud global. Donc, ce serait forcément une sorte d'invasion terrestre maladroite, mal préparée. Et là, on se retrouverait dans une espèce de baie des cochons version 2.0. C'est fou comme l'histoire se répète. Mais il faut dire qu'au Pentagone, ils ont justement la personne idéale pour diriger une catastrophe embarrassante de ce genre. Je pense qu'il ne fait que le provoquer. Pete Hegseth, c'est là que les États-Unis pourraient vraiment trébucher, en fait. Mais je ne pense pas qu'ils puissent frapper Cuba. L'administration Trump ne pourra pas attaquer Cuba tant qu'ils n'auront pas réglé, d'une manière ou d'une autre, cette situation en Iran. Et je ne suis pas sûr qu'ils en soient capables.
Pas sûr qu'il le soit en ce moment. Je ne pense pas qu'il le puisse si c'était seulement les États-Unis, Nima. Mais ce n'est pas le cas. C'est une bête à deux têtes. Les États-Unis et Israël. Et pour cette raison, je ne vois pas vraiment Washington avoir beaucoup de marge de manœuvre dans cette affaire. Washington doesn't really have much agency in the matter. Je pense, Patrick, que tu as parlé du cas d'une bombe nucléaire. Mais avant d'en arriver là, je crois qu'ils vont d'abord s'en prendre au réseau électrique en Iran, ou à quelque chose du genre à l'énergie. Et tu sais, les conséquences de ça seraient énormes pour toute l'économie mondiale. Parce que l'Iran, il y a eu un appel entre le ministre des Affaires étrangères iranien et celui d'Arabie Saoudite. Ils se sont parlé. Je pense qu'il y a eu une sorte d'avertissement adressé à l'Arabie Saoudite. Parce que si quelque chose se passe, plus personne ne pourra exporter de pétrole depuis la région. Ils utilisent l'oléoduc qui va vers la mer Rouge. Et ça peut être détruit par une attaque iranienne ou une attaque de drone, peu importe. Les Houthis pourraient les frapper. Et est-ce qu'ils vont prendre ce risque? Parce que si on ne s'en prend pas au réseau électrique, si on ne vise pas les infrastructures énergétiques en Iran, alors quoi d'autre? Ils vont encore attaquer des écoles, des hôpitaux. Quoi d'autre? Des ponts? Oui, les ponts. Ça va changer beaucoup de choses. L'unité en Iran va s'améliorer. Elle sera plus forte s'ils y vont. Et les gens ne... Enfin, ce qui m'étonne vraiment, c'est qu'ils ne comprennent pas les conséquences de ce qu'ils font en Iran. Le peuple se rassemble. Peu importe l'ampleur de la souffrance, ils s'unissent. Ils veulent riposter. C'est pour ça qu'hier, j'ai vu que des gens s'en prenaient à des responsables iraniens. Pourquoi avez-vous dit que le détroit est ouvert? C'était quelque chose qu'il n'a pas. Enfin, regardez la déclaration du ministre des Affaires étrangères iranien. Ce n'était pas très compliqué. Mais les gens ne sont pas d'accord avec ça, même avec ce genre de discours, ce type de communication. Ils voient ça comme une concession, vous voyez. C'est l'état d'esprit du peuple iranien. Et ils sont prêts à se battre aussi longtemps qu'il le faudra. Oui, c'est un vrai cercle vicieux, Nima. Les puissances de second rang sont obligées de faire semblant, si tu veux. Elles doivent passer par la pantomime des négociations, parce que si elles ne le font pas, le pouvoir dominant les accusera de refuser une solution pacifique. Et à ce moment-là, ce pouvoir en déduira qu'elles méritent les hostilités, puisqu'elles n'ont pas voulu de solution pacifique. C'est tout le paradoxe de la politique de puissance. La partie la plus faible doit toujours faire semblant de négocier, même si ça ne mène à rien. Et tout le monde sait que c'est du théâtre, du pur kabuki. Mais elles doivent quand même le faire, malheureusement. Alors, pour un public iranien frustré, je comprends qu'il n'ait tout simplement pas la patience pour ce genre de jeu stratégique. Vous savez, ils disent juste non. Et c'est bien qu'ils mettent cette pression sur leurs dirigeants pour qu'ils sachent que les gens suivent ce qui se passe. C'est important aussi. Mais je pense qu'au niveau stratégique, les Iraniens sont très conscients de la situation. Peut-être pas forcément du côté parlementaire, mais du côté de la sécurité nationale ou du côté des gardiens de la révolution, oui, ils comprennent bien les réalités et ils vont sans doute se préparer en conséquence du mieux qu'ils peuvent. Et puis, il y a un autre facteur possible, un peu imprévisible, qui s'est déjà produit dans un passé récent. Si vous vous souvenez, le gouvernement d'Assad était vraiment au bord de l'effondrement à Damas en 2014 et 2015, surtout après l'arrivée de Daesh en juillet 2014. Mais quelque chose s'est passé. Il y a eu une sorte d'intervention divine, et c'est à ce moment-là que la Russie est entrée dans le conflit.
en octobre 2015. Et ça a vraiment changé le cours de la guerre. Ça a contribué à stabiliser la situation en Syrie et en réalité, ça a transformé la géopolitique de la région pendant un certain temps. Parce que soudainement, toutes les grandes décisions devaient passer par Moscou et non plus par Washington. La Russie est intervenue de manière très forte pour stabiliser la situation. Donc si aujourd'hui il y avait une intervention de ce type, que ce soit de la Chine, de la Russie, ou même d'un autre acteur, un autre pays ayant un poids important dans le système international, eh bien ce serait un véritable tournant. Alors, je ne vais pas dire que la Turquie fait partie de cette discussion, mais le fait qu'Israël considère aujourd'hui la Turquie comme une menace existentielle, alors que la Turquie n'a pas vraiment attaqué Israël, c'est quand même significatif. D'autant que certains dirigeants israéliens, y compris l'ancien Premier ministre Bennett, déclarent publiquement en Israël que la Turquie est le nouvel Iran. Et en même temps, Donald Trump menace de se retirer de l'OTAN. Et au même moment, le lanceur d'alerte Joe Kent publie sur les réseaux que si Donald Trump critique autant l'OTAN, c'est pour pouvoir s'en retirer temporairement, ce qui libérerait les États-Unis de leurs obligations liées à l'article 5, dans le cas où Israël attaquerait la Turquie. Là, on se retrouve face à une situation potentiellement très grave à l'horizon. Donc, si on parle d'un élargissement du conflit, ça impliquerait inévitablement la Russie et l'Europe presque immédiatement, et sans doute une demi-douzaine d'autres pays aussi. Ça ferait aussi de Chypre un point central d'une possible grande confrontation entre l'Est et l'Ouest. Et il y a beaucoup d'actifs militaires à Chypre, britanniques et américains en particulier. Alors, avec tout ça en tête, Nima, il reste quand même la possibilité que ce conflit s'étende encore au-delà de la guerre régionale qu'il est déjà. Mais je trouve intéressant que les États-Unis envoient des groupes d'attaque et d'autres forces dans la région, tout en étant obligés de passer par le cap de Bonne-Espérance à la pointe sud de l'Afrique, plutôt que par la mer Rouge et le détroit de Bab el-Mandeb. Qu'est-ce que ça t'inspire? C'est presque un aveu de fait que les Houthis ont gagné la guerre contre les États-Unis au printemps dernier. Sinon, pourquoi les États-Unis n'enverraient-ils pas tous leurs moyens navals à travers la mer Rouge? Il y a donc déjà un niveau de dissuasion dans la région qui a changé la planification géostratégique. Tout cela va rendre la tâche très difficile pour les États-Unis qui essayent de poursuivre cette guerre contre les Iraniens. Et il faut aussi compter avec une certaine forme d'insubordination, si on peut dire, de l'Irak sur le plan politique en tant qu'État. Donc encore une fois, les vecteurs d'attaque se réduisent là-bas. Le nombre de corridors disponibles pour Israël et les États-Unis diminue de jour en jour. Et ça va rendre leur mission beaucoup plus compliquée. Et laisse-moi te dire, Nima, il suffira d'un seul bombardier B-2 abattu ou d'un seul B-1 abattu, que ce soit par la défense aérienne iranienne, chinoise ou peu importe d'où ça viendra. Et là, ce sera un vrai tournant. Ça changera complètement la donne. En fait, quand ça arrivera, ou si ça arrive, disons, ce sera un basculement géopolitique historique, parce que tout sera différent à partir de ce moment-là. Mais même si ça n'arrive pas, on ne peut pas gagner une guerre à coups de bombe. On ne peut pas tuer pour gagner. Israël l'a déjà prouvé. Il pensait avoir détruit, c'était il y a 1 an, non? 1 an et demi peut-être? Le Hezbollah, disait-on, avait été anéanti, éradiqué, disparu. Regarde ce qui se passe au Liban aujourd'hui. Alors, j'imagine que ce n'était pas vrai, n'est-ce pas? Donc, quand les États-Unis disent « on a renvoyé l'Iran à l'âge de pierre », ne les croyez pas. Mais ils essaieront. Ils lanceront une énorme campagne de bombardement. Ils annonceront qu'ils ont renvoyé l'Iran à l'âge de pierre. Et l'Iran ne sera pas à l'âge de pierre. Il sera toujours là, avec nous en 2026. Mais encore une fois, pour revenir à la peur initiale, Nima,
peur que je partage avec Ted Postol et d'autres, c'est que les régimes de Washington et d'Israël soient assez fous, assez irresponsables et assez dépravés pour vouloir utiliser une arme nucléaire tactique. Ce serait pour mettre un point final à tout ça, comme un geste d'intimidation ultime contre l'Iran, et pour affirmer leur domination dans la région, imposer la domination israélienne et américaine par la peur. Et ça, c'est une inquiétude qui reste bien présente. That is a lingering concern. Patrick, how did you find the meeting? Patrick, comment as-tu trouvé la réunion des dirigeants européens qu'on a eue hier? We had Starmer, avec Macron, Meloni et Scholz, se sont réunis pour parler de ce rythme de performance. Ils évoquent la création d'une sorte de coalition pour avancer. Je ne sais pas trop ce que ça veut dire, ni quelles sont vraiment les capacités de ces pays. J'imagine qu'ils ne parlent pas de militaires. D'une manière ou d'une autre, ils essaient de faire quelque chose sur le plan politique, ou peut-être stratégique et politique à la fois. Et dans ce cas, en quoi ça va aider les États-Unis? Ou bien est-ce que c'est censé aider les États-Unis? Ou est-ce qu'ils essayent surtout de s'aider eux-mêmes? Je pense qu'ils cherchent surtout à se rendre service à eux-mêmes. Je l'ai déjà dit quand Macron a fait sa déclaration spectaculaire. J'ai dit, ne misez absolument rien là-dessus pour l'instant, parce que Macron a l'habitude de changer d'avis sur à peu près tout ce qu'il a pu dire à propos de n'importe quelle grande crise géopolitique. Et puis, militairement, il n'y a tout simplement aucun moyen pour les pays européens de projeter une puissance navale dans cette région du monde. Ils n'ont pas de base de soutien, pas de zone de déploiement, et ils n'ont pas non plus le type de soutien complémentaire ni la protection nécessaire pour pouvoir le faire, sans exposer leurs moyens à des risques énormes. Je pense que les États-Unis veulent que les Européens s'impliquent sur le plan diplomatique ou militaire pour élargir la cible de l'Iran, mais aussi pour détourner un peu l'attention et la pression qui pèsent sur les États-Unis et sur Israël. En clair, ils veulent entraîner certains pays européens dans ce conflit. Il n'y a aucun doute là-dessus. De la même manière qu'Israël ne pouvait pas agir seul et avait besoin des États-Unis pour réaliser ses ambitions dans la région et faire le gros du travail, aujourd'hui, les États-Unis et Israël sont eux-mêmes affaiblis. Ils ont donc besoin d'autres partenaires pour prendre le relais. Et ces partenaires, ils ne viendront pas de l'Est, ils ne pourront venir que d'Europe, malheureusement. Je ne pense pas qu'ils aient la moindre chance de réussir dans cette entreprise. Il y a quand même une initiative diplomatique venue du sud de l'Europe, entre l'Espagne et l'Italie, qui ouvre des missions diplomatiques à Téhéran. Et ça, c'est une information importante. Maintenant, à quel point leurs démarches envers Téhéran sont sincères et honnêtes, ça reste à voir. On peut dire que c'est un pas très positif, mais c'est aussi une rupture avec l'OTAN, avec le consensus de Bruxelles sur ce sujet. Donc, si c'est fait correctement, avec honnêteté et sérieux, par les Italiens et les Espagnols, ça pourrait être une bonne chose. Et ça pourrait envoyer un message fort au reste de l'Europe, qu'il n'y a pas de solidarité européenne derrière Trump et Israël dans cette guerre, venant de deux pays comme ceux-là. L'Italie fait partie du G7. Donc, c'est le club des 7 qui cherche à ouvrir des relations diplomatiques avec l'Iran. Ça en dit long. En même temps, les États-Unis s'en prennent au Vatican. Alors, si on regarde la volonté de l'Italie d'adopter une politique étrangère plus indépendante, on voit bien qu'il y a plusieurs bonnes raisons à cela aujourd'hui. Et on ne sait jamais. Certains de ces mouvements, même à un niveau intermédiaire, peuvent finir par influencer le tableau d'ensemble, surtout si d'autres pays rejoignent l'Italie et l'Espagne dans cette dynamique. Mais ça, il faudra voir. Tout cela se joue dans le domaine politique, mais aussi dans celui des médias, de l'opinion publique et de tout ce qui va avec.
Encore une fois, c'est pour ça qu'on ne perd pas notre temps à parler de tout ça ou à se concentrer sur ces questions. Parce que tout ça fait partie d'une stratégie pour orienter la discussion. Et ça peut avoir des conséquences politiques. Ces conséquences peuvent transformer la politique ou créer assez de pression pour forcer les États-Unis à s'adapter. Et ça donnerait à l'Iran une certaine marge de manœuvre pour retrouver son équilibre, ainsi qu'à ses alliés dans la région. Donc on verra bien. On verra. Je pense qu'il pourrait y avoir un grand mouvement de la part de la Russie ou de la Chine à l'horizon qui changerait complètement la conversation qu'on est en train d'avoir et qui pourrait nous éloigner du bord d'une destruction potentielle. Et ça, je crois que c'est de plus en plus probable, semaine après semaine. Aujourd'hui, j'ai parlé avec le professeur Morandi. Selon lui, il semble que le Qatar ait décidé, d'une certaine manière, de se rapprocher de l'Iran pour mieux comprendre la position iranienne. Il y a aussi des signes que l'Arabie saoudite va dans cette direction. Le seul pays qui, d'une façon ou d'une autre, se rapproche d'Israël et de la position israélienne, c'est les Émirats arabes unis. À mon avis, au final, ce n'est pas un sujet très important au sein des pays du CCG, parce que l'Arabie saoudite et le Qatar, avec Oman un peu plus au sud, jouent un rôle plus central. Oman joue un rôle clé dans la question du détroit d'Ormuz. À mon avis, c'est un pays particulièrement important. Et comment voyez-vous le comportement des pays du Conseil de coopération du Golfe? Parce que la guerre ne crée pas seulement du chaos, elle exerce aussi une forte pression économique sur ces pays. Et pas seulement sur le plan économique. Ils ont subi des dégâts physiques. D'une certaine manière, leurs dirigeants sont désespérés face à la situation. Ils voient les États-Unis, avec Donald Trump, se vanter de vendre plus de pétrole et de gaz, alors qu'eux n'en sont pas capables. Et comment cela va-t-il modifier leurs calculs, selon vous? C'est très révélateur. L'attitude de Trump envers le Golfe, on voit bien que c'est la vraie nature de cette relation, en fait. Je ne fais que dire une évidence. Toutes ces monarchies, ces chefs tribaux devenus princes et rois du Golfe, servent les intérêts de l'Empire américain, comme ils servaient autrefois ceux de l'Empire britannique. C'est ça la réalité. Et donc, dès qu'ils deviennent un fardeau pour les États-Unis et leurs alliés, ces régimes vivent en quelque sorte à crédit. Ils peuvent être renversés à tout moment, très facilement, par un coup d'État militaire. Ce n'est pas compliqué. Alors, tout dépendra de ces régimes eux-mêmes. Ils doivent se poser la question, est-ce qu'ils sont vraiment viables en tant qu'État sans la protection américaine? C'est la première question. Et la réponse pourrait bien être non. Et si la réponse est non, alors cette question est presque annulée par le fait que est-ce qu'ils bénéficient vraiment de la protection des États-Unis? Et je pense que l'Iran a déjà prouvé que non, que cette soi-disant protection américaine est en réalité un handicap pour ces régimes. Donc ces régimes doivent prendre une décision, au fond, une décision à long terme. Est-ce qu'ils veulent survivre? Est-ce qu'ils veulent rester au pouvoir? Est-ce qu'ils veulent contrôler leurs frontières ou pas? Parce que s'ils veulent rester au pouvoir et garder la maîtrise de leurs frontières actuelles, ils vont devoir repenser leurs alliances et aussi leurs relations avec la République islamique d'Iran. Est-ce que cette relation doit être amicale, de soutien ou au contraire conflictuelle? Et ensuite, la vraie question, c'est à quoi ressemblera l'architecture de sécurité dans la région autour du Golfe Persique. Est-ce que ce sera une architecture conçue par la région et pour la région, ou bien une architecture de sécurité imposée de l'extérieur par les États-Unis et par un projet colonial européen, un État d'apartheid qu'on appelle Israël? C'est la question que les pays du Golfe doivent se poser. Et je pense que la Jordanie, le royaume de Jordanie aussi,
fait partie de cette catégorie. Les États-Unis et Israël pourraient vouloir mettre en place une sorte de situation à la Al-Sisi, j'en suis sûr, en Arabie Saoudite, aux Émirats Arabes Unis, au Qatar, à peu près partout. Mais ils vont se heurter à des problèmes avec ça. Et je ne sais pas si ce sera vraiment viable. Quant aux familles qui dirigent ces pays aujourd'hui, rien ne garantit qu'elles resteront au pouvoir pour toujours, surtout si les États-Unis n'ont plus de position solide dans la région. Elles doivent donc vraiment réfléchir à leur survie à long terme. J'espère que ça leur fera réfléchir. Les Émirats Arabes Unis, c'est une cause perdue. C'est fichu, parce qu'ils ont commis une erreur fondamentale. Ils ont laissé les services de renseignement israéliens entrer dans leur pays. Et ces services, tout comme la CIA, ont réussi à s'infiltrer dans les Émirats Arabes Unis et en gros, à les coloniser de l'intérieur. Ils sont en train de vider ce pays de sa substance, de le transformer en une sorte d'État fantôme. Et je prédis que si ça continue comme ça, la famille royale actuelle aura disparu d'ici 10 ans. Ou alors, elle ne sera plus qu'un symbole, comme la reine d'Angleterre et le prince Charles, ou le roi Charles. Ils resteront là comme un symbole de la marque des Émirats Arabes Unis, du prestige d'avoir une famille royale. Mais sur le plan du fonctionnement réel de l'État, tout sera vidé de sa substance d'ici là. C'était, à mon avis, une erreur fondamentale des Émirats d'avoir normalisé leurs relations, de penser qu'on pouvait être allié avec Israël, alors qu'en réalité, Israël a un plan à long terme pour prendre le contrôle des Émirats et de leur production d'énergie aussi. Ce n'est pas très difficile pour eux. Je veux dire, un changement de régime aux Émirats, ce n'est pas compliqué. Entre les États-Unis et Israël, ça pourrait probablement se faire en quelques mois. S'ils commençaient à planifier maintenant, ils pourraient sans doute y arriver d'ici juin ou juillet. Franchement, ce n'est pas difficile. J'espère qu'ils se rendent compte à quel point leur position est faible et précaire, au fond. Et je pense que le Qatar, lui, a compris sa faiblesse intrinsèque dans le grand ordre des choses et qu'il a sans doute je pense que le Qatar a pris la bonne décision pour assurer sa viabilité et sa survie à long terme. Je le crois vraiment. On verra s'ils s'y tiennent, mais pour l'Arabie Saoudite, il serait sans doute plus sage de commencer à regarder vers l'Est pour son avenir plutôt que vers l'Ouest. En revanche, les Émirats Arabes Unis, c'est une cause perdue. Et je pense que le Koweït aussi, c'est une cause perdue. À mon avis, ce n'est qu'une question de temps avant que cet État artificiel ne s'effondre complètement et ne finisse là où il devrait être, c'est-à-dire intégré à l'Irak. En fait, ils ne parlent plus du Koweït. Les responsables iraniens ne considèrent même plus que le Koweït existe. Je ne sais pas ce qui se passe. Oui. Très bientôt, les compagnies aériennes vont l'effacer de leur carte, comme certaines le font déjà avec Israël. Elles l'ont remplacé par la Palestine. Il y a quelques compagnies comme ça. Quand on zoome sur la carte du monde pendant un vol, on voit écrit Palestine, Jaffa. On verra bien. C'est une grande question. Je pense qu'il serait insensé d'ignorer les réalités structurelles de ce qui s'est passé ces derniers mois. Il n'y a pas de retour en arrière. On ne reviendra pas à l'ancien golfe Persique. Ça n'arrivera pas. Et Dubaï ne sera plus le terrain de jeu, le Las Vegas, le Disneyland pour adultes de l'Arabie. Je crois que cette époque est terminée. Ils seront toujours là, bien sûr. Il restera certains symboles, certaines apparences, mais cette économie artificielle gonflée qui faisait semblant de ne pas être au Moyen-Orient, alors qu'elle est en plein cœur de la région, cette époque-là est révolue. Merci beaucoup, Patrick, d'être avec nous aujourd'hui. C'est toujours un vrai plaisir. Et surtout, allez sur 21st Century Wire et sur patrickhenningsen.substack.com. Je vais mettre tous les liens dans la description de cette vidéo.
Patrick, à toi. Of this video, Patrick, go ahead. Especially the YouTube channel. We'll put a link. Surtout la chaîne YouTube. On mettra un lien vers notre chaîne sur 21centurywire.com. On est vraiment limité sur cette plateforme. On a besoin que les gens nous aident en aimant et en s'abonnant à la chaîne, en likant les vidéos, tout ça. Ça ferait une vraie différence parce que ça fait plus de 10 ans qu'on est restreint sur cette plateforme et on commence à peine à sortir de l'algorithme grâce à l'aide des gens. Donc on apprécie énormément tout le soutien qu'on reçoit. Please go there and subscribe. Allez vous abonner à la chaîne YouTube de Patrick. Je vais mettre tous les liens vers ses réseaux sociaux, son Substack, sa chaîne YouTube et son site web dans la description de cette vidéo. Merci Patrick. Yeah, Thank you, thanks. Patrick. Stent. Au revoir.